Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous du cycle de conférences de la Fondation de la France Libre. Nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir le général Jean-Paul Michel, qui est le président de la Fondation Maréchal Leclerc de Haute-Cloque et de l'association de la Maison des Anciens de la 2e DB. Le sujet dont il va être question aujourd'hui est exceptionnel et nous intéresse à plus d'un titre. C'est celui du général Louis Diot, qui a été un homme clé aux côtés de Leclerc depuis le ralliement du Cameroun, le 27 août 1940, point de départ d'une épopée fabuleuse. C'est le seul officier, parmi les cadres de la 2e DB, qui a participé à tous les combats de Douala jusqu'à Berchtesgaden. Il est d'ailleurs désigné par Leclerc pour lui succéder en juin 1945 à la tête de la 2e DB. Vous le qualifiez à ce titre de connétable de Leclerc. C'est donc aussi un très grand Français libre, qui est même devenu après-guerre le président de l'Association des Français libres entre 1962 et 1969. Vous venez de publier avec Monique Brouillet-Siffried, historienne et archéologue, qui est par ailleurs la filleule du général Diot et la fille de René Brouillet, proche collaborateur de Gaulle, un ouvrage à la fois utile et passionnant, intitulé Le général Diot, le connétable de Leclerc, 1940-1946. J'ajouterai, mon général, que vous étiez particulièrement bien placé pour écrire cet ouvrage, puisque vous avez également été chef de corps du régiment de marche du Tchad, qu'a commandé Louis Diot au sein de la 2e DB pendant toute la campagne de France et d'Allemagne, le prestigieux régiment du Serment. Rien n'avait encore été publié de semblable sur le général Diot. L'homme cultivait en effet une très grande discrétion sur ce qu'il avait fait pendant la guerre, et même après. C'est pourquoi cette conférence revêt pour nous une très grande importance, et aussi pourquoi nous sommes particulièrement heureux de vous recevoir aujourd'hui, cher Jean-Paul Michel, à la Fondation de la France Libre. Merci mon cher Christophe. Alors Christophe est le secrétaire général de cette belle fondation au sein duquel nous sommes, la Fondation de la France Libre, et j'ai aussi l'honneur non pas de vous présenter, mais d'avoir comme spectateur le général Bress, qui est le président de cette belle fondation. Alors, je dirais que, hormis le fait que nous sommes colocalisés, que tu m'accueilles, mon cher Robert, je dirais que là, on parle d'un Français libre et d'un officier de la 2e DB. Donc, je dirais on a fait l'unanimité. Je profite pour saluer les membres de la famille Leclerc, nous avons ce soir une petite fille et 2 petits-fils du général. Nous avons bien sûr, je salue les membres de la Fondation de la France Libre qui sont des habitués à ces rencontres du mercredi mensuel. Et aussi, je salue les membres de l'association 2e DB. Je ferai une évocation je sais que parmi vous, il y a des historiens déjà reconnus. J'espère que je ne dirai pas trop de bêtises. Voilà. Et je salue aussi mon épouse qui a fait l'effort durant toutes les vacances de lire Diot, et elle pourra nous dire ce qu'elle en pense peut-être. Voilà. Voilà. Alors je ne vais pas vous faire une présentation ex cathedra, comme peut-être c'est l'habitude de faire. Je vais vous parler de ce livre que, bien sûr, je vous incite à lire, car ça fait partie de notre mission en tant que Fondation Maréchal Leclerc de Haute-Cloque, que de faire connaître Leclerc et ses compagnons, je dirais, de mieux au sein de la société française. Mais aussi, je l'incite à le lire et à l'acheter. J'en parle d'autant plus, je dirais facilement, que les 10% du montant, si vous l'achetez, iront à une œuvre sociale pour favoriser les orphelins de nos soldats qui meurent en OPEX. Voilà. Alors mon plan aura
comme à l'école de guerre, mon cher Robert, 3 parties. Voilà, je vais vous parler du livre sous forme de questions. Puis je vous lirai 2 passages pour vous inciter, hein, qui sont selon moi très importants et qui surtout expliquent le titre pris que j'ai choisi pour ce livre de Connétable. Et enfin, car on va parler de cet homme, je vous présenterai quelques photos de lui pour que vous le puissiez le visionner tout au long de sa vie. Alors, ce qu'est le livre, c'est 900 grammes, c'est lourd, hein, c'est 700 pages. Mais c'est surtout un livre historique. C'est surtout un livre historique qui enferme 1100 références bibliographiques et 300 références que j'appellerais pédagogiques. On y reviendra. Alors, les recherches pour écrire un tel livre d'une personne qui n'a pas communiqué sur elle-même, ça vient surtout de Vincennes, le service historique de la Défense. Ça vient du Fonds Leclerc, et là j'étais bien placé, bien sûr, hein, du musée de Denfert-Rochereau. Et puis enfin, comme c'est Monsieur de Wendel, voilà. Voilà, et ça vient aussi, je voulais dire, du CHETOM, qui est un organisme troupe de marine, enfin qui est dédié aux coloniaux et devenu maintenant troupe de marine, qui est à Fréjus. Voilà. C'est avec ces références-là que j'ai pu écrire ce livre, sachant que, étant président de la fondation, j'ai trouvé une armoire avec des trésors dedans, c'est-à-dire des catalogues, des livrets écrites, manuscrites et jamais édités. Et là, j'ai pu puiser un certain nombre de choses qui font que, mon cher Philippe, même ta mère, qui est la dernière enfant du général Leclerc, Bénédicte de Franqueville, m'a dit qu'elle avait appris des choses sur son père. Alors j'étais très fier de ça. Voilà. Je terminerai aussi que nous avons profité du réseau. Nous vivons une formidable époque où le réseau est je dirais, quelque chose de très efficace. Hein, par exemple, on m'a dit « Ah, mais moi je connais quelqu'un qui vit en Australie et qui est le fils d'un soldat qui était très proche de Leclerc. De Dio. » Et effectivement, si vous lisez ce livre, vous découvrirez ce soldat qui s'appelle Poualion et dont le fils est en Australie et qui m'a envoyé des documents remarquables. Bon, sans le réseau, il y a quelques années, j'aurais pas trouvé ces documents. Hein, et il m'a appris une chose dont personne n'a jamais entendu parler concernant Dio et son père. Voilà. Le réseau, c'est important. Alors, c'est un livre historique, mais grand public. Enfin, on a essayé de le faire, et c'est là que je remercie Monique Brouillet, qui vit aux États-Unis, et qui est la filleule de Dio, et qui voulait collaborer à tout prix à ce travail de collationnement dans un premier temps, et après de rédaction. Elle me relisait, elle me disait là, c'est du charabia militaire, tu refais ta phrase parce que je comprends pas. Je comprends pas ce qu'est par exemple, tu parles des bagnards, certains bagnards ou certains relégués venant du bagne à Cayenne viennent s'intégrer au sein de la 2e DB. Je sais pas ce que c'est qu'un relégué. Tu parles de l'Anglade qui rouspète parce que Dio est sorti de son fuseau. Qu'est-ce que c'est qu'un fuseau quand on parle de militaire? Donc tout ça est explicité en bas de page, hein, dans la page correspondante, sous forme de petites lettres A, B, C, etc., de manière à ce que ce livre soit
soit vraiment un livre au grand public, et mon ambition, c'est que des jeunes, surtout, le lisent, hein, et sans aucune contrainte et une obligation, puisque maintenant, vous savez que nos jeunes, ils ne font plus le service national, hein, depuis 79, donc il faut être beaucoup plus pédagogique que nous l'étions auparavant, où tous nos Français faisaient le service national. Voilà. Alors, ce qu'il est, je viens de vous le dire, mais ce qu'il n'est pas, c'est un roman. Hein, ce n'est pas un roman, donc si vous voulez, je dirais rêver, etc., enfin si vous voulez avoir quelque chose qui vous fasse vibrer affectivement, enfin voilà, non. C'est pas du tout un roman, c'est une histoire, hein, une vraie histoire, et justement j'ai fait en sorte que limiter tout ce qui était extrapolation, parce que je voulais en faire un livre incontestable. Il ne le sera jamais, hein. Je pense qu'on aura toujours des critiques, mais ceci étant, ça fait partie de la vie. Voilà. Et puis quand il y a dans l'histoire des fois, il y a plusieurs versions sur des faits historiques. J'ai pris une version, mais j'ai mis à côté qu'il y avait une autre version, etc. De manière à ce que, historiquement, je ne sais pas, je n'ai pas connu Dio, je n'ai pas connu le faisant en 1941, donc je ne peux pas affirmer ce qu'il en est, mais ceci étant, il faut rester, je dirais, le plus précis possible. Hein, par exemple, à Saverne, en 1944, il y a un Allemand, un général allemand qui a été fait prisonnier, et il y a 3 unités qui disent « c'est moi qui l'ai fait prisonnier ». Bon, voilà, c'est quelque chose... mais c'est pas un roman, mais j'ai essayé, avec mon expérience militaire, d'en faire un livre à dimension humaine. Voilà. Généralement, les livres sur Leclerc, il y en a beaucoup, hein, Leclerc est un tel personnage que ça reste souvent au niveau politico, stratégico, tactico, etc. Et on ne sait pas trop ce qui s'est passé au sein de cette deuxième DB. Là, j'essaye d'en parler comme un troupier, quoi, je veux dire, en décrivant des hommes qui ont chaud dans une première partie, puis après qui ont très froid en Alsace, puis qui ont le moral, et puis qui après n'en l'ont plus, etc., etc. Voilà. Donc vous aurez quand même aussi des anecdotes. Vous apprendrez, vous savez que chez nous, à l'armée, un subalterne se met au garde à vous devant un subordonné. Hein? Ben là, vous apprendrez comment un sergent, très subalterne, met au garde à vous Leclerc. Voilà, donc c'est des anecdotes. Et puis, vous apprendrez aussi quelques blagues que Dio a fait à ses invités. Et puis aussi, on parlera du chien de Dio. Je vais vous dire, il s'appelait Rasputin. Je vous expliquerai pourquoi il s'appelait Rasputin. Hein. Et puis le lion de Leclerc. Vous avez entendu parler que Leclerc avait adopté un lion, hein, qui s'appelait Doudé. Doudé, ça veut dire lion en langue tchadienne. Voilà. Donc vous aurez quand même aussi, je dirais que ce ne sera pas du hard histoire, vous aurez aussi des hommes, et puis des petites anecdotes qui permettront... même au personnel féminin de pouvoir s'évader et le lire. Voilà. Non, parce que je sais que les personnels féminins n'aiment pas trop l'histoire, préfèrent le roman. Voilà. Voilà. Après, alors pourquoi Dio? Alors notre Christophe l'a évoqué, c'est quelqu'un qui a une personnalité hors norme, qui a vécu un drame à l'âge de 6 ans, qui est rentré à Cire à 18 ans. Saint-Cyr, c'est Bac plus 2. Donc la norme, quand on réussit bien, c'est 20 ans. Lui, il est rentré à 18 ans. Il était général à 37 ans. Général à 37 ans, le plus jeune dans l'armée française, c'est 50 ans. La limite, pour être nommé général, il faut avoir 50 ans. 37 ans, j'ai cherché, je pense que peut-être j'ai pas tout cherché, mais je peux affirmer qu'au XXe siècle, il n'y a pas eu dans l'armée française de généraux nommés à cet âge-là.
il a fait 26 années comme général. C'est-à-dire qu'il a fait comme général plus que dans tous les autres grades. Voilà, ce qui est étonnant. Il a combattu, durant la Seconde Guerre mondiale, il a eu 10 palmes, ce qui est quand même quelque chose de plus des citations, mais 10 palmes. La palme, c'est quand vous êtes cité au plus haut niveau de l'armée. Hein. Donc c'est quelque chose d'important. Compagnon de la libération en tout début 41, donc il fait partie des tout premiers, et qui a eu un destin personnel un peu difficile, que vous devinerez entre les lignes. Et en fait, c'est quelqu'un qui est attachant. Je l'ai dit, il a commandé le régiment de Marduchad, donc pour moi, c'est quelqu'un de particulièrement attachant, et pour Monique aussi. Et curieusement, cet homme-là, dont je viens de vous dresser rapidement le portrait, ou la carrière, il n'est pas connu. Essentiellement de sa faute. De sa faute. C'est quelqu'un qui avait presque j'allais dire, une humilité maladive. Il refusait de parler de lui. Quand on lui disait, mais en général, il faut écrire vos mémoires, il dit, mais ça n'intéressera personne. J'ai fait ce que n'importe qui aurait fait à ma place. Voilà. Dès qu'il a quitté l'armée, il a refusé de collaborer ou d'aller participer à des colloques, etc. Il s'est, comme il disait, rencarniadé dans ma tanière à Toulon. Voilà, c'était le terme dont il disait. Et je vais vous dire son testament. Il a fait un testament sur un morceau de papier comme ça, qu'il a donné au colonel Robeda, dont je vais revenir, et qui se terminait en disant qu'il voulait absolument aucun honneur, aucun drapeau, voilà. Et il terminait en disant « Je tiens à être mis en terre comme un anonyme, ce que je n'ai jamais cessé d'être au fond de mon cœur pendant toute ma vie. » Vous voyez, c'est quand même... ce testament démontre je dirais, l'humilité de cet homme-là. Par exemple, il est Saint-Cyrien, mais il n'y a pas de promo à son nom, et on est en train de tout faire, et j'espère que le livre y contribuera pour que ça change. Voilà. Alors pourquoi ce titre? Donc pourquoi ce livre? Ou qu'est-ce que ce livre? Pourquoi Dio? Pourquoi ce titre? Connétable. Alors au début j'ai trouvé ça bien. Alors le terme n'est pas de moi, je dois dire. J'ai trouvé deux auteurs, Ingold et Compagnon, qui ont utilisé cet adjectif, enfin, ou cette désignation pour parler de Dio. Je l'ai repris, j'ai trouvé bien. Mais peut-être que je le regrette un peu, car j'ai offert, par exemple, les livres à mes 3 enfants, et il y en a 2 sur les 3 qui m'ont dit « Mais c'est quoi un connétable ?» Donc, ben oui, et oui, donc... alors, certains vont dire « Ah, je vais chercher, parce que je connais pas ». Et d'autres vont dire « Bon, voilà, ça m'énerve, je sais pas ce que c'est. » Bon, voilà. Donc, le connétable, ça vient du latin « comestabuli ». Le comte, donc l'Aristote, de l'étable. Non, alors, de l'étable, c'est là où les chevaux de l'armée royale y sont. Donc, le connétable était une fonction qui a duré quand même 6 siècles, du 11e au 17e siècle. Et vous connaissez le principal connétable dans notre histoire, mais les jeunes ne le connaissent plus, hein, du Guesclin, pour ne pas le nommer. Voilà. Donc, pour moi, être le connétable de Leclerc, c'est être son bras armé, son principal adjoint, et ne s'occuper que des opérations. C'est ce qu'a fait Dio. Hein, il laissait bien sûr le général Leclerc, lui, s'occuper surtout de ceux qui étaient au-dessus de la 2e DB, car il savait que les ennemis, les Allemands, ah ben c'était Dio et d'autres qui allaient s'en occuper. Alors voilà, donc ce titre, il est là, maintenant il est imprimé, donc il va rester, mais voilà.
Alors, le contenu de ce livre, qu'est-ce qu'il raconte, votre livre? Est-ce qu'il raconte que les commandements que Dieu en situation, hein, tout au long de 1940 jusqu'à 1946, pendant 6 ans? Oui, il raconte, mais pas que ça. Et la toile de fond du livre est donnée dans le titre, justement, de Connétable de Leclerc. Alors, si j'ai dit Connétable de Leclerc, c'est pas dans un but marketing en disant, bon, les gens ne savent pas ce que c'est que Dieu, ne savent pas qui est Dieu, mais ils savent un peu plus qui est Leclerc, donc ça va intéresser les gens. Donc, moi, j'ai essayé de démontrer les relations étroites qui liaient Leclerc et Dieu, et de faire vivre avec Dieu ce duo hors norme qui a duré pendant toute l'épopée, hein, l'épopée 40 à 46. Alors, c'est vrai que Dieu est le seul qui a suivi Leclerc dans tous les épisodes de son épopée. Alors, les 13 chapitres vous le raconteront, hein, y compris des épopées qui sont oubliées ou un peu, je dirais, mis sous le boisseau dans notre histoire. Par exemple, la campagne du Gabon. Vous savez que dans l'AEF, l'Afrique équatoriale française, qui est ralliée, il y a eu un territoire qui n'a pas voulu se rallier, c'est le Gabon. Bon. Ben, ils sont allés, Dieu y est allé avec Leclerc, et ils ont imposé par la force le ralliement de ces Français qui ne voulaient pas être libres, qui ne voulaient pas être gaullistes. Voilà. Ce faisant, eh ben, des Français tirent contre d'autres Français. C'est ce qu'on appelle des combats fratricides. C'est pas, effectivement, c'est pas le plus glorieux. Et De Gaulle, par exemple, a dit, et Leclerc, a dit, au Gabon, il n'y aura pas de décoration de Français qui ont... voilà. Donc c'est quelque chose qui n'est pas très connu, hein, mais qui méritait, et en particulier le rôle de Dieu dans la campagne du Gabon. Et je remercie l'historien de la Fondation de la France Libre, Sylvain, qui est derrière, et qui m'a livré un papier, je dirais, qui était pas connu, hein, sur ce qu'a fait Dieu exactement au Gabon. Alors, tout ça pour dire aussi que Dieu est le seul à suivre Leclerc, et c'est Leclerc qui l'a en quelque sorte voulu. Je vous parlais du Gabon. Le Gabon, Leclerc a mis un bataillon partant du Cameroun et rentrant dans le Gabon. Normalement, un bataillon, c'est confié à un chef de bataillon, c'est-à-dire à quelqu'un qui a 4 barrettes. Dieu, à l'époque, n'en avait que 3. Ah, Leclerc, d'emblée, a dit « Dieu, vous commanderez ce bataillon ». Voilà. Donc, c'est Leclerc qui l'a choisi. Pour Koufra, en 1941, quand Leclerc part sur ce fort italien du sud de Fezzan, il a besoin d'un adjoint. Il y a au Tchad quelqu'un qui est plus gradé que Dieu pour être naturellement, hiérarchiquement son adjoint. Leclerc envoie cet homme-là dans le Tibesti et il dit, il ne reste plus que Dieu, donc Dieu, vous venez avec moi. Voilà, donc c'est pour vous dire que quelque part, Dieu a toujours été l'homme de confiance proche de Leclerc, qu'il a, même contre les usages et la hiérarchie, qui a toujours voulu l'avoir à ses côtés. Les campagnes du Fezzan, hein, ces 2 chapitres, Dieu avait le détachement le plus principal, hein, qui avait ce qu'on appelle, nous les militaires, l'effet majeur, c'est-à-dire l'objectif principal. Et puis, on l'a vu à la fin, quand Leclerc a été désigné en 1945 pour l'Indochine, il a été, je dirais, tenu à désigner son successeur, à proposer son successeur au général de Gaulle,
et il a proposé Diot. Une division, là aussi, une division, c'est commandé par un général de division, 3 étoiles. Diot était que colonel. Voilà, donc il est passé là aussi, mais c'est la stature de Leclerc qui l'a permis. Il est passé au-dessus de tous les usages et les règles hiérarchiques militaires. Bon, on a rendu Diot après, une fois que Leclerc est mort, on s'est un peu vengé sur lui, quoi, de cette promotion un peu anormale, complètement. Hein, voilà. Donc, pour dire que ce duo, c'est vraiment... ce duo est vraiment hors norme, et c'est le choix de l'un et de l'autre, et de l'autre et de l'un. Voilà. Ce livre étudie en particulier les personnalités, il les met en parallèle, les personnalités de ces deux hommes, dont les caractères sont tout à la fois similaires, mais aussi opposés, et qui deviennent finalement complémentaires. Alors, Leclerc et Diot avaient des valeurs communes. Ils étaient tous les deux des fervents patriotes. Hein, je veux dire que l'intérêt de la France passait au-dessus de leur intérêt, bien sûr, personnel, mais au-dessus de tous les autres. Je veux dire, ils ont tout bousculé pour arriver à basculer, je dirais, le destin de la France du bon côté, du côté qu'ils considéraient comme étant celui où il fallait le faire basculer. Et en particulier, vous le savez, hein, ils ont pris... ils sont tous les deux des catholiques pratiquants, hein, mais sans ostentation, c'est-à-dire qu'ils en parlaient rarement, jamais, mais pour arriver par patriotisme, ils ont mis leurs convictions religieuses, politiques, etc., dans leur poche, un mouchoir dessus, et ils ont rassemblé, par exemple, ils ont accueilli des républicains espagnols. Et Leclerc disait, vous vous rendez compte, il discutait avec ses collègues, moi qui suis traité de calotin, je commande maintenant des républicains espagnols qui étaient des communistes anarchistes, je dirais, de bon niveau, quoi. Voilà. Hein, dans cette deuxième DB, il y avait l'éventail complet des partis politiques. Hein, il y avait pas d'ostracisme aucun, parce que c'était dans l'intérêt de la France, le patriotisme. L'humilité. Leclerc était aussi un homme plutôt introverti, hein, par exemple, un peu le contraire du maréchal de Lattre, hein, vous le savez tous. C'était pas des expansifs, c'était pas des bavards. Leclerc comme Diot n'a jamais n'a jamais fait de discours. Leclerc les faisait, mais difficilement. C'était pourquoi? Parce que c'était des hommes d'action. Ils voulaient être jugés, voilà, plutôt que les paroles ou les écrits, c'est sur les actes, sur l'action. Seule l'action, à leurs yeux, comptait. Et puis c'était des hommes d'une loyauté absolue. Donc Leclerc avait Diot comme connétable, mais quelque part on pourrait aussi, si on veut, je dirais, comme on dit, upgrader, hein, si on veut lever le débat, Leclerc était aussi le connétable de Gaulle. Et vous savez que Leclerc n'a jamais dit du mal de Gaulle, alors que parfois il n'a pas été tendre. Mais Leclerc n'a pas été tendre aussi avec Diot, mais ça faisait rien. On disait, on acceptait, et on disait que c'était pour le bien de la France. Spiritualité, Diot était un méhariste. Méhariste dans les années 30, c'est quelque chose. C'est quelque chose, je veux dire, sans vous dévoiler complètement le livre, mais j'ai appris que les méharistes à ce temps-là, quand ils partaient dans le désert avec leur dromadaire, bon, les mal dedans, c'était difficilement, je dirais, envisageable. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Les plus
les plus motivés, ben, ils se faisaient arracher toutes les dents et ils prenaient un dentier. C'est ce qu'a fait Dio. Donc vous voyez, il faut être motivé pour faire ça, et il faut avoir un attrait de son métier exceptionnel, je dirais. Voilà, c'est presque des surhommes. Et puis le courage. Tous les deux étaient des hommes très, très, très courageux. Et ils étaient capables, parfois, même de coups de folie, un peu par panache, pour se prouver, surtout à eux-mêmes, qu'ils en étaient capables. La bravade, hein, quelque part. Vous savez comment Leclerc a pris coup franc, hein, et il est allé à l'Esbrouf, et puis il est rentré chez les Italiens qui auraient pu le tirer à bout portant. Non, voilà. Donc, Leclerc tentait des coups de poker, et c'était la même chose pour Dio. Hein, en particulier, Dio avait décidé que lui, dans la coloniale, il portait un képi avec l'encre, vous savez, et au combat, généralement, on met un casque lourd, quoi, hein, voilà. Lui avait décidé que, et tous ses officiers coloniaux montaient à l'assaut en képi. Alors, c'est dangereux parce que ça ne protège pas la tête, hein, mais surtout, c'est super dangereux car ça désigne au tireur adverse sur qui il faut tirer. Voilà, le panache, la bravade. Et puis je vais vous parler d'un épisode qui est en Normandie, que j'ai appris par hasard. J'ai reçu un ancien de la 2e DB dans mon bureau, il vient de me voir, on discute, etc. Et il me dit, moi je suis du 1er bataillon du régiment de Nord du Tchad. Oh, j'ai dit, ça tombe bien, vous avez connu Dio. Il me dit, oui, mais ça fait longtemps, hein. Alors je dis, parlez-moi de Dio. Oh, elle me dit, bon, il était grand, voilà, c'était un homme qui en imposait. Je dis, oui, mais encore. Alors il me dit, bah, on parlait tous entre nous de quelque chose qu'il avait fait du côté de Carouge. Je dis, ah bon, Carouge, Normandie, qu'est-ce qu'il a fait? Alors là, je recherche, vous savez, parce que le journal de marche et des opérations, le JMO, du GTD, c'est-à-dire qui avait été rédigé sous la responsabilité de Dio, parlait de rien. Et j'apprends, par des petits journaux de marche d'unités qui étaient rattachés à celle de Dio, ce qui s'était passé. Dio a franchi la Sarthe avec la 2e DB, hein, le 10 août. Le 10 août 1944. Et il montait du sud au nord pour fermer ce qu'on appelait la poche de falaise, puisque les Anglais et Canadiens venant, eux, du nord vers le sud, pour se rejoindre. Voilà. Donc, au départ de cette opération, Dio se casse la cheville, fracture de la malléole. Alors, il était bloqué, il a dit à Leclerc, non, c'est une petite foulure, ça va aller. Et il était confiné, la plupart du temps, à sa Jeep. Voilà. Et à un moment donné, il y a des combats qui se passent dans un village et qui empêchent une progression pour aller vers Carouge. Lui, il attend, il ne sait pas trop ce qui se passe, il est dans sa Jeep. Il demande à son conducteur de déborder le village de Siral pour aller voir ce qui se passe du côté de Carouge. Et au passage, au dernier moment, il dit à un lieutenant qui commande des chars, du 12e régiment de cuirassiers, et lui dit, tiens, mais si, suis-moi. Et là, ils partent. Alors, Dio en tête dans une Jeep, vous savez tous ce que c'est qu'une Jeep, hein, en plus, nous, au combat, on rabaisse le pare-brise, voilà, et il arrive à l'arrière d'une division, d'une Panzer division allemande qui était en train de se replier. Une Jeep, 4 chars derrière, une division en face, mais colonne par un, qui leur tournait le dos, bien sûr. Et qu'est-ce qu'il fait? Il remonte la colonne jusqu'à Carouge, en mitraillant au passage, et il donne les consignes à ses 4 chars de cavaliers, et il mitraille
la colonne en la remontant par derrière. Bien sûr, stupeur, je dirais, des Allemands qui ne savent plus où ils sont et autres. Il arrive à Carouge, et là il voit à Carouge que l'Allemand est solidement implanté, donc il se dit, bon, il fait demi-tour, il repasse devant la colonne en sens contraire, et il continue à la mitrailler. Là, certains Allemands réagissent, il fait ça, il revient à Syral, et là il reprend ses chars, et il termine le boulot, et ça a été le plus gros bilan d'une journée en Normandie, hein, Christophe, qui est professeur d'histoire, me l'a confirmé. 1400 morts, je ne sais pas combien de milliers de prisonniers. Voilà, je cherchais le mot. Voilà Dio. Et alors, dans le roman national et régional, qui a été mis à l'honneur, selon vous, à Carouge? Ah ben, c'est le lieutenant qui commandait les 4 chars. Le lieutenant Pitti a maintenant une place à Carouge, n'est-ce pas, puisque Christophe est normand et d'Alençon, Pitti a une place à Carouge. Et quand j'ai dit à Christophe, mais c'est faux, c'est Dio qui vient. Je ne savais pas. Donc on ne sait pas, on a donné, les habitants de Carouge ont donné cet honneur, cet hommage à un jeune lieutenant qui a libéré Carouge, selon eux. Voilà. Alors ce pauvre lieutenant est mort au Bourget le 27 août 1944, hein, parce que vous savez qu'on dit toujours que Paris a été libéré le 25 août. C'est en partie vrai, mais en partie faux, car il y avait une division d'infanterie allemande qui descendait de Calais et qui était aux portes de Paris, et qui, si Dio en particulier et Langlade ne s'étaient pas opposés à cette division, ça aurait fait mal pour la rébellion parisienne. Voilà. Donc on peut considérer que Paris a été vraiment libéré, c'est-à-dire enlevé de toute menace, le 28 août, et un peu moins le 25. Mais bon, ceci étant, je laisse aux historiens je dirais leur interprétation. Alors, ils ont les mêmes valeurs, mais ils ont quand même des différences, ces deux hommes. Différence d'origine. Philippe de Clock est un aristocrate. Ce sont des gens qui savent bien se tenir, qui ont un langage châtié, qui sont voilà, c'est des hommes qui ont des convenances. C'est pas du tout le cas de Dio. Dio est un homme d'une origine très populaire, vantaise, hein, mais vous lirez ça dans le truc, et qui a un verbe haut, rugueux, troupier et souvent imagé. Vous aurez l'occasion de le découvrir dans le livre. Voilà, il parlait je dirais le français moyen, ou français même du peuple, et quand il s'exprimait, c'était comme ça. Il avait toujours, vous verrez dans les photos, il avait toujours une clope au bec, hein, voilà. Alors que, et vous verrez des photos, il était, on les a appelés, les gens de la 2e DB en Afrique, les clochards épiques, hein, mais Leclerc était toujours en saroual, bon, il était toujours digne, alors que Dio, vous verrez, est en short, la chemise débraillée, etc. Voilà. Donc, au plan origine, c'est pas la même, voilà. Et puis surtout, il y a une grosse différence, l'arme d'appartenance. Alors, c'est quasiment antinomique de mettre un cavalier à côté d'un colonial. Le cavalier, c'est le formalisme, c'est la différence dans les grades, c'est quelque chose qui est très formel, alors que le colonial, qui mange avec ses tirailleurs au fin fond de l'Afrique tous les jours, dire que les règles hiérarchiques sont un peu distendues, hein, ce qui fait que au départ, c'est difficile. C'est difficile. Et par exemple, Leclerc
a pris le commandement du Tchad, donc il est arrivé parmi les coloniaux le 2 décembre. Il a choisi sa date, le 2 décembre, vous savez que c'est la fête des Saint-Cyriens, et il est arrivé 2 ou 3 jours avant, mais il a dit non, je prends le 2 décembre. Et la première chose qu'il a fait, quand un cavalier arrive à Fort-Lamy le 2 décembre 1940, ça doit leur muer quelque part, hein, de voir la tenue des gens dont ils viennent recevoir le commandement. Et la première chose qu'a fait Leclerc, c'est de rédiger une note de service. Chez nous, on marche par note de service, pour dire, à partir de maintenant, le short est absolument interdit aux messes le soir. Voilà. Bon, quand Cavalier, pas très connu, qui arrive et qui sort, son premier ordre qui sort ça ne met pas d'emblée les gens sous de bonnes... Mais c'était Leclerc qui arrivait, et les colos, bon, bah, il fallait... Donc ils ont fait un chemin des deux côtés, et très vite ça s'est arrangé, en particulier après les combats. Alors, l'avantage que Diot avait par rapport à la partie dont je vous parle, c'est-à-dire décembre 40, c'est que lui avait connu Leclerc depuis le mois d'août à Douala, au Cameroun, puis au Gabon. Donc il savait que certes, c'était quelqu'un qui est très, très formel, qui était cavalier dans ses bottes, mais aussi c'était pas que ça. Donc voilà. Et ils vont s'apprécier dans l'estime et le respect. Diot admire avant tout la détermination et l'adaptabilité de Leclerc. Hein, Leclerc, on le nomme au Cameroun, au Gabon, au Tchad, et il s'adapte très vite, il comprend très, très facilement ce qui se passe, et il réagit. Et Leclerc admire, mais forcément, le leadership de Diot. Je vous ai dit, Diot était un homme de plus d'1 m 80. Dans les années 30, c'était déjà presque un géant. Hein. Bien costaud, parlant fort. Bon, c'est-à-dire qu'il intimidait un peu. Et il avait une ascendance sur ses soldats. Et ses soldats l'aimaient par-dessus tout. Et ça, on le sent tout de suite. Hein, on le sent tout de suite. Et Leclerc était en admiration de ce pouvoir, de cette espèce d'attraction qu'exerçait Diot sur ses soldats. Au final, malgré leurs différences, ils se sont révélés complémentaires, leur personnalité, et on a assisté à une véritable osmose entre le cavalier et le colonial. En particulier, lorsque Leclerc est arrivé au Tchad, Diot a dit à ses homologues coloniaux, il était commandant à cette époque, elle leur a dit, écoutez, laissez-le faire, vous verrez, c'est quelqu'un de formidable, et surtout au combat, courageux, et il va nous amener au succès. Donc c'est Diot qui a été, dans un premier temps, un peu la caution de Leclerc. Voilà. Et surtout, Diot a été, puisque Leclerc, bon, à Saumur, on n'apprend pas la guerre dans le désert. Hein. Donc Diot a conseillé Leclerc dans le combat désertique, qui est quand même un environnement très exigeant et particulier. L'environnement humain et géographique. Et l'environnement humain est très important, c'est les tribus, c'est les populations autochtones, et en particulier, il l'a intégré dans tout le réseau Sénoussi, etc., de manière à ce que Leclerc comprenne un peu quelles étaient les complexités, ou quels étaient les verrous de toutes ces complexités qui sont africaines. Et puis, Diot l'a aidé à construire un instrument, je dirais, adapté au désert. Quand ils sont arrivés, ils n'avaient quasiment rien. En fait, Diot a compris que les groupes nomades, il avait commandé un groupe nomade, méhariste,
mériter d'être motorisé, de façon à pouvoir faire maintenant une guerre moderne, mais en gardant les spécificités des méharistes dans le combat en zone désertique. Et puis enfin, cette confiance, ce respect, cette estime réciproque s'est manifestée tout au long de la campagne de France, et on l'a lu, je l'ai lu plusieurs fois. Thiot était le seul qui pouvait, non pas contredire, mais qui pouvait apporter, je dirais, des restrictions aux ordres, aux projets de Leclerc. Et parce que les autres n'avaient pas cette possibilité, hein, et comme Leclerc savait qu'il avait en face de lui un homme loyal, qu'il avait une confiance absolue, il acceptait de moduler un certain nombre de ces ordres, voilà, pour en faire des ordres équilibrés. Pourquoi ? Parce que un cavalier, ça résonne à 45-50 à l'heure, et en fantassin, ça résonne à 5 km/h. Voilà. Donc la vérité est bien souvent entre les deux, et cette complémentarité a certainement fait que la 2e DB a été aussi efficace en tactique, hein, car il n'y a jamais eu d'erreur, il n'y a jamais eu quasiment d'erreur dans tous leurs plans d'opération tout au long de la campagne. Et ça, c'est dû certainement, j'essaie de vous en convaincre, à ce duo un peu hors norme. Alors maintenant, nous allons rentrer un peu dans du concret, et je vais vous lire deux petites parties de ce livre, un qui est au début et l'autre à la fin, et qui accréditera le titre de connétable, enfin selon moi. Voilà. Thiot était à Zouar, dans le Tibesti, à la frontière avec les Libyens, et on lui demande, à l'été 1940, de redescendre, de passer par Bangui, et d'aller à Douala, qui est le port du Cameroun, pour, avec à la tête d'une grosse compagnie, 200 hommes, hein, pour partir sur la France, pour partir renforcer l'armée française. Ce qu'il fait, alors on raconte un peu dans le détail, et il est à Douala. Il attend son bateau. Le bateau a été torpillé au large des Açores par un sous-marin allemand, donc le bateau n'arrivera jamais. Défaite, armistice. Le Cameroun, Douala, le Cameroun a été divisé en deux, une partie française et une partie britannique, sous l'égide de la Société des Nations, la SDN. Donc pour dire que à cette époque, le Nigeria britannique était très proche de Douala. Et là, au Cameroun, les gens se posent des questions. Il y a les pro-gaullistes, il y a les pro-Pétain, et puis il y a les pros qui attendent, hein, comme souvent, et qui se demandent ce qu'il faut faire. Donc, dans l'immédiat, vous verrez, Thiot ne se prononce pas. À cette époque, la Grande Muette, c'était vraiment la Grande Muette. Hein. L'armée française, et ils n'avaient pas le droit de voter d'une part, hein, les militaires, et d'autre part, il était formellement interdit d'exprimer la moindre opinion politique. Et d'un seul coup, dans la nuit du 27 au 28, Leclerc, qui était ici, à Tikou, arrive à Douala en pirogue, 3 pirogues, 7-8 dans la pirogue, une vingtaine de bonhommes, avec pour tout armes quelques pistolets, donc sans pouvoir de force. Et là, Leclerc a un papier dans sa poche qui lui dit, que j'ai trouvé au SHD, qui lui dit que l'homme à convaincre par-dessus tout, c'est Thiot. Parce que c'est lui qui a le pouvoir de, je dirais, de faire basculer les choses d'un côté ou de l'autre. Car le Cameroun, sous la Société des Nations, n'a que des forces de police, n'a pas de force militaire. Donc les militaires, c'est Thiot, c'est la force militaire, c'est Thiot qui l'a.
à son pouvoir à Douala. Et Leclerc, je dirais, rassemble les gens qui le veulent bien. Diot y va en pleine nuit, les 3 heures du matin, et Leclerc expose qui est De Gaulle, parce que les gens ne savent pas, hein, qui est De Gaulle, quels sont ses objectifs, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Pas évident, hein, je veux dire, de demander à des gens quelque part de faire fi de tout aspect légaux, hein, et quelque part de devenir des dissidents, mais en clair, le mot des fois est difficile, mais des traîtres. Voilà. Bon. Et Leclerc, et je lis, Leclerc s'adresse à son auditoire, et à la fin il leur dit: messieurs, êtes-vous d'accord? Le capitaine Diot n'a rien laissé paraître pour l'instant. Dans son fort intérieur, il est impressionné. L'énergie qui se dégage de cet homme, Leclerc, son exposé cohérent et ferme l'ont conquis. Enfin, un chef qui sait ce qu'il veut, pense-t-il. La dernière question de Leclerc reste sans réponse. Aucun des jeunes officiers présents n'ose répondre directement au colonel. Ils attendent que Diot intervienne. C'est lui leur porte-parole, lui le méhariste aux 2 citations, un nom dans la coloniale. Mais Diot reste quoi? Leclerc l'apostrophe alors. Et vous, Diot, qu'en pensez-vous? Alors Diot se lève et dit lentement: je suis avec vous, mon colonel. Je vais chercher ma compagnie. Leclerc répond: eh bien, je vous félicite, capitaine Diot, et suis heureux de vous avoir avec moi. Car on m'avait dit, si Diot est avec vous, ça réussira certainement. Mais s'il est contre vous, ce sera très dur. Après, avec le ralliement de Diot, Leclerc sait qu'il vient de remporter l'adhésion de tous les participants, civils et militaires. Guy Hubon écrira: avec un chef comme Diot et des hommes comme les siens, l'autorité du colonel Leclerc était indiscutée. Alors Diot, dans un écrit, une lettre, est revenu sur ce passage. Et je vous lis ce qu'il a écrit. Lorsqu'une nuit, le colonel Leclerc et quelques pouilleux ont débarqué à Douala, j'étais donc le maître de la situation. Je pouvais le refoutre à l'eau, le boucler ou l'aider. J'ai pris cette dernière solution après son exposé et au vu de sa gueule, donc par simple intuition. Voilà comment s'est fait la première rencontre entre Diot et Leclerc. Alors, je disais que Leclerc a déjà son équipe en tête, parce que Diot, après Douala, va prendre quasiment tout seul à Yaoundé et invite Leclerc quand le gouverneur est aux arrêts, quand tous les postes sont la police, etc. Voilà. Et parmi les militaires qui l'ont soutenu, il en est un qui a une place spéciale. C'est ce grand méhariste, actif plus que volubile, disposant d'un énorme leadership auprès de ses hommes. Leclerc a demandé au général de Gaulle de nommer celui-ci au grade supérieur. Et effectivement, quelques mois après, le capitaine Diot passera commandant. Les 2 hommes se sont compris au premier regard. Une profonde connivence les unit désormais. Leclerc sait qu'il va pouvoir compter sur un tel officier. Diot sait que Leclerc est un chef qui attire le succès. Ils ne vont plus se quitter jusqu'à la victoire finale. Diot devient alors le connétable de Leclerc. Voilà. C'est la partie que je voulais vous commenter, hein, car pour moi elle est la base de tout le reste. Et puis pour vous prouver que Leclerc et Diot ont des sentiments particuliers, je vais revenir sur Strasbourg. Strasbourg, quand Leclerc a pris Strasbourg le 23 novembre 1944. Le serment est tenu.
le serment qu'il avait pris en 41 avec Dieu à Koufra. Qu'est-ce que fait Leclerc? Les Allemands sont sur la Nationale 4 qui mène vers Strasbourg. Sans cette Nationale 4, une DB ne peut pas être ravitaillée. Il lui faut absolument prendre cette Nationale 4 pour pouvoir prendre Strasbourg. Alors, il se dit, les Allemands nous attendent ici, avec des moyens énormes. Nous allons perdre beaucoup d'hommes dans l'affaire. On va perdre du temps et des délais. Il faut ruser. Il faut ruser. Le général Leclerc prend les 2 groupements tactiques sur 3 et passe par le sud avec l'objectif de prendre Saverne par l'arrière. Et il envoie, donc lui il part avec 2 groupements tactiques. Le 3e, c'est le groupement tactique Dio, le GTD, et lui, il lui demande, tout seul, il lui demande de faire cette manœuvre en tenaille par le nord. Lui, il passe par le Dabo, le col du Dabo, par le sud, et il demande à Dio de passer par la Petite Pierre, qui est le col au nord de Saverne. Et en plus, il lui dit, vous envoyez un sous-groupement, c'est-à-dire 1500 hommes, vous les envoyez du côté de Phalsbourg-Saverne pour que les Allemands se disent, c'est là qu'ils vont attaquer, etc. C'est ce qu'on appelle une opération de déception, hein, pour fixer les Allemands. Les Allemands disent, ben voilà, donc on les attend, c'est bien. Et ils ne voient pas que la division est en train de manœuvrer, arrive le 22 à Saverne, et remontant le col, prennent les Allemands à revers, et ils ont construit, ils se sont embossés, c'est-à-dire qu'ils ont construit des fortifications qui sont toutes vers l'ouest, où l'ennemi va arriver. Mais ils ne peuvent pas retourner leurs armes. Donc, ils sont cuits. Voilà. Alors, nous sommes le 22 soir, au carrefour de la Faisanderie, où ils se sont rejoints. Et là, Leclerc dit, le lendemain, on fonce sur Strasbourg. Mais il dit à Dio, et il lui fait mal en lui demandant ça, vous finissez d'ouvrir cette route, la Nationale 4, de manière à ce que les Américains, au plus tôt, envoient des munitions, du carburant, DB c'est beaucoup de litres d'essence, et aussi le soutien santé, donc des hôpitaux de campagne. Et demandant ça à Dio, il le prive ce qu'on appelle la cerise sur le gâteau, qui est la prise de Strasbourg. Il le sait, mais il sait que c'est Dio qui le fera, hein, malgré je dirais quelque part le mal d'être mis à l'écart quelque part. Mais enfin bon, voilà. Et Dio finit de nettoyer le 23 cette Nationale 4 et convainc les Américains d'aller le plus rapidement possible ravitailler Leclerc qui, le 23 à midi, est dans Strasbourg. Voilà. Alors, nous sommes le 24, c'est-à-dire le lendemain. Et Leclerc avait dit à Dio, quand vous aurez fini, eh bien vous me rejoignez à Strasbourg. On est le 24 à midi. Le général Leclerc a pris possession du Kaiserspalast. C'était le commandement allemand qui était là. Et il est en train de déjeuner avec 2 hommes, son aide de camp et son officier du B2. L'officier du B2, c'est l'officier du renseignement. Et il mange tranquillement. Il mange tranquillement lorsque le général Leclerc, avec Girard et son chef du B2, Répiton-Preneuf, déjeune dans un coin du salon du Kaiserspalast. Au dessert, voilà, toc toc, le colonel Dio. La figure du général s'éclaire. Il se lève, il lui donne l'accolade et il lui dit « Hein, mon vieux Dio, on y est cette fois. Maintenant, on peut crever tous les deux. » À ce moment,
Le Kaiserspalast est soumis à un bombardement allemand d'artillerie lourde du 240 mm venant de l'autre côté du Rhin. L'énorme lustre s'écrase sur le parquet dans un fracas épouvantable et la salle se remplit de fumée. Lorsqu'elle se dissipe, l'étendue des dégâts apparaît. Derrière le bureau dénudé par le souffle, la fenêtre est en miettes et son chambranle arraché s'est abattu sur le fauteuil. Les rideaux pendent lamentablement sur un fond de flammes et de fumée. Ce sont les voitures qui brûlent. Le colonel Dio s'est levé le premier en portant la main à sa nuque. Le général s'est écrié « Dio, vous êtes blessé ?»« Non, non, mon général, je n'ai rien. Rien. » Cette apostrophe de Leclerc peut crever. À l'adresse de celui qui lui a porté depuis le Cameroun un soutien indéfectible et qui s'est battu à ses côtés pour soumettre le Gabon et qui surtout était son adjoint à Koufra, démontre les sentiments qui lient les deux hommes. Leclerc, en voyant Dio le rejoindre, a une sorte de bouffée d'affection qui ne lui est absolument pas habituelle. Il réalise que le serment de Koufra, pour lequel ils ont tout donné depuis 3 ans et demi, est tenu. C'est un bonheur et une fierté tout à la fois. Plus rien pour eux ne peut alors égaler le sentiment d'accomplissement qu'ils ressentent. On peut crever tous les deux, lance Leclerc, à son compagnon d'armes, avec la conscience du devoir accompli. L'artillerie allemande a été à 2 doigts de réaliser sur le champ cet aphorisme de Leclerc, bien entendu. Voilà. Ce passage pour... maintenant, vous connaissez le début, et non pas la fin, mais un moment très important, hein, la prise de Strasbourg. Hein, et vous comprenez pourquoi j'ai choisi ce terme de connétable de Leclerc. Alors, je vais en terminer, vous présenter rapidement Dio. Oui, je suis à peu près 1 heure, hein, ça va, voilà. Alors Dio, c'est un Syrien, vous voyez, un gamin, un beau brun, un bel homme, je veux dire 1m81, 82, sportif. Hein, c'est en 1926, il est né en 1908, vous voyez, donc il a 18 ans. Et je vous ai dit, il passe 12 années en groupe nomade, donc chez les méharistes. Alors il est allé en Tunisie, puis il est allé au Soudan français. Alors Soudan français, voilà, le Soudan français c'était un peu de Mali, beaucoup de Mali, un peu de Burkina Faso et un peu de Mauritanie. Vous voyez ces immensités désertiques. Et on le voit avec ses goumiers, il est quasiment le seul Européen, hein, à Arouan, Barkhane, c'est distingué, hein, les Français dernièrement au Mali étaient dans cette zone-là, c'est là que ça bouge, voilà. Vous voyez, l'histoire, on ne refait pas l'histoire, hein. C'est un éternel recommencement. Alors Dio a été blessé gravement, montre une photo qu'on a été récupérée grâce au réseau chez les Américains, et trouvé un film complet sur Dio. C'était aux États-Unis, il n'y en a pas. Alors, vous verrez dans le livre, il a été blessé par une grenade quand il est allé monter à l'assaut d'un fortin italien avant Koufra, et il a été blessé à un endroit qu'un homme n'aime pas. Voilà, donc il n'aime pas être blessé. Voilà. Bon, et il est évacué, vous verrez dans le livre, il y a une autre photo, mais celle-là, je voulais vous la montrer. Regardez Hirsute, barbu, etc. C'était des clochards épiques, hein, qui représentaient la France. Et alors là, cette photo, je l'aime beaucoup. Dio est à droite, une clope dans la main droite, avec un képi, on ne sait pas à quoi ça ressemble. Vous voyez là, sa saharienne, une veste, je dirais, entrouverte, et puis un short. Et vous voyez à côté, Leclerc, avec un serroil, une veste fermée, voilà un bonnet, je dirais, de bonne qualité, qui vient sur le terrain. Voilà. Donc,
vous comprenez la différence entre des coloniaux et un cavalier. Voilà, c'est ça la différence. Et c'est à Gatroun, début 42, c'est ce qu'on appelle la campagne du Faisan 1. Car il y a une campagne du Faisan 2, et celle-là, c'est une autre photo de la une, c'est la même qui est prise en même temps, dans la banlieue de Tripoli, en 43, où ils ont rallié Montgomery, ils ont fait la jonction avec la 8e armée britannique de Montgomery, et ils sont heureux. Là, vous voyez que Leclerc, étant passé général, était obligé d'avoir un képi, et c'est un képi bricolé qu'il a sur la tête. Voilà. Et Dio, toujours, avec sa... Bon, il est mort d'un problème au poumon, vous comprendrez pourquoi il est mort en 94. Voilà. Alors celle-là aussi j'aime bien. Vous direz que dans les années 60, Dio était devenu un intime du général de Gaulle. Le général, et j'ai eu des preuves, le général et son épouse allaient dîner, étaient reçus chez Dio et madame, au Kremlin-Bicêtre, je dirais comme un couple d'amis rencontre un autre couple d'amis, pour vous dire l'intimité, et Dio n'en parlait jamais. Là, c'est à Témara. Leclerc, de Gaulle rencontre Leclerc et Dio et leur dit: préparez-vous, vous partez pour l'Angleterre et vous allez débarquer en France. Et c'est la seule unité française qui débarquera sur la côte atlantique. Voilà. Et ça, avril 44. Août 44, donc 4 mois à peine, jour pour jour, ils sont au Maroc. Et là, nous sommes le 26 août 1944. Et Dio et Leclerc attendent De Gaulle, qui va passer en revue les chars et les hommes du régiment de marche du Tchad. Puis après, on est sur l'Arc de Triomphe. Puis après, va descendre. On verrait son galop de popularité là, sur les Champs-Élysées, qui était exceptionnel. Voilà, donc pour vous dire qu'ils étaient quand même souvent ensemble lorsque les circonstances les amenaient à le faire. Alors voici Dio. Nous sommes en Allemagne, en mai 45. Ils ont connu l'armistice en Allemagne. Ils étaient en Allemagne, à Berchtesgaden, etc. Et Dio y était. Alors cette photo est je dirais, est un peu symbolique, car Dio, on lui avait confié un char de commandement. Il n'y est quasiment jamais monté. Il faisait monter ses chefs opérations. Dans un char, on est quand même mieux protégé que dans une Jeep. Donc, voilà. Mais chaque chef d'engin à l'ADB choisissait un nom de baptême. Et vous voyez ce qu'il a choisi, lui, Sainte-Anne-d'Auray. Vous savez que pour les Bretons, Sainte-Anne-d'Auray, c'est quelque chose sur le plan religieux. Voilà, c'est la sainte qui protège les soldats, etc. Vous avez ce site avec des milliers de noms et des plaques qui entourent. Enfin, c'est très beau. Et la maman de Dio y allait chaque année, et lui aussi. Si bien que lorsqu'il était à Berchtesgaden, vous savez, les Français sont arrivés avant tout le monde, sont arrivés dans la partie intéressante, c'est-à-dire le Nidec d'Hitler. Et le site était couvert, je dirais, on peut dire, le site, ils avaient creusé des galeries sur tout le site, les villas de Göring, Goebbels, etc. Et il y avait des kilomètres de galeries bétonnées, avec plein d'objets qui avaient été pillés, dans toute l'Europe. Et parmi ces
parmi ces objets, il y avait des objets saints. Et certainement Dio a remarqué une pietà en bois enluminé très vieux, très vieux, du XIIe siècle. Il l'a ramené en Bretagne et il en a fait don à Sainte-Anne-d'Auray. Quand je suis allé sur les traces de Dio à Sainte-Anne-d'Auray, comment on appelle, c'est pas improvisé, c'est le recteur, oui certainement, Sainte-Anne-d'Auray, me dit j'ai quelque chose à vous montrer, etc. On va monter dans le musée, tout en haut, et je vais vous montrer quelque chose. C'est la Pietà que Dio leur avait offert, mais ils avaient appris, ils l'ont exposé pendant des décennies, mais ils avaient appris que ça venait de Berchtesgaden. Donc, ils l'avaient retiré en disant « Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais ?» Oui, parce que le bon sens était de remettre cet objet à l'église ou la cathédrale, enfin le lieu qu'il avait pris. Et alors donc on a lancé des recherches avec des hommes de l'art pour savoir certainement d'où il vient, mais c'était de l'art flamand. Voilà. Donc pour vous dire que l'attachement de cet homme à sa Bretagne, c'est qu'il a fait figurer le nom de Sainte-Anne-d'Auray sur son char. Alors voilà Dio, qui, on est à Fontainebleau, il y a à peu près 10 000 hommes qui sont autour d'un immense terrain d'aviation, hein, et il est colonel, et il va prendre le commandement d'une division. C'est exceptionnel, le voilà, et le voilà une année après, où il est devenu, bien sûr, un général, et il avait un peu plus de légitimité. Voilà. Alors je vais vous montrer dans les années 70-80, cette photo pour moi, c'est la dernière photo que l'on connaît de Dio, qui acceptait les invitations du 4e RIMA de Toulon, qui était commandé par cet homme-là. Ils avaient un destin commun et il acceptait ces invitations. Vous voyez, il est en civil, il est là et il ne sort pas de son presque mutisme, mais ça lui fait plaisir de retrouver de temps en temps la verve militaire, etc. Alors le colonel Robeda, je lui ai demandé, parce que lui il avait créé des liens, je dirais, d'intimité et d'affection avec Dio. Il est toujours de ce monde. Il était le patron de la première DFL, première division de Français libres, hein, que le général Bress, avec sa fondation, soutient, et dont la mission est reprise par Marie-Hélène. Hein, levez-vous, Marie-Hélène, qu'on vous voit. Voilà. Dont le papa est un ancien de la première DFL, et qui m'a présenté donc le colonel Dio. Et j'ai demandé à ce colonel, qui a 99 ans actuellement, hein, toute sa tête, plus trop ses jambes, il habite à Hossegor, et on va le voir de temps en temps pour manger quelques huîtres avec lui. Il est merveilleux. Et lui, je lui ai demandé de rédiger l'avant-propos. Parce que ce livre, je vous ai dit, parle de Dio de 40 à 46. Or, il n'y a que lui qui était légitime pour vous présenter Dio dans sa vie et sa carrière. Voilà. Donc, souvent, des fois, avant-propos, ça ne m'intéresse pas, je ne lis pas. Je vous recommande de lire l'avant-propos rédigé par le colonel Robeda pour vous situer, je dirais, le colonel Dio dans son entièreté, hein, de sa jeunesse jusqu'à sa vieillesse. Voilà, je crois que j'ai terminé. J'espère que je vous ai incité au moins à lire ce livre, vous le passez, hein, sinon plus,
Nathalie est là pour prendre vos commandes s'il y a besoin. Et puis je suis là aussi pour vous les dédicacer. Je vous remercie de votre attention. Merci mon général, on va s'asseoir évidemment. On va replacer d'ailleurs dans quelques instants l'écran qu'on puisse vous voir, la caméra. Mais en tout cas, vous remercier déjà à nouveau pour cette présentation qui était à la fois historique, hein, vous l'avez voulu comme ça, mais aussi très humaine, animée et dynamique. On va encore vous applaudir une fois de plus parce que cette présentation a été vraiment remarquable. On va faire passer le micro pour les questions de la salle, évidemment, que vous allez pouvoir poser au général Michel. Il faut le temps de... J'ai tout dit. Pas de questions ? On pourrait demander à mon épouse de donner son avis sur le livre, puisqu'elle l'a lu. J'étais justement en train de dire à Marie-Josée que finalement tu aurais mieux fait de me raconter ton livre et que c'était beaucoup plus facile pour moi de t'entendre le raconter que de le lire. Voilà. Étonnamment, la première partie ne lui a pas plu. Non, c'était trop militaire la première partie, mais à partir du débarquement, là vraiment je suis rentrée dans le livre, mais toute la partie Afrique, j'ai eu beaucoup de mal à la lire. Je l'avoue. Pourtant c'est celle que je préfère. Comme quoi, vous voyez les avis. Les couples. Isabelle, vous l'avez lu, je crois aussi, non? Isabelle Leclerc de Haute-Cloque, à vous la parole. Oui, non, j'ai pas de question particulière, mais c'est vrai que le début est très poignant en fait. Et cette rencontre que vous avez rendue est vraiment un passage qui est marquant de cette complicité, cette confiance entre ces deux hommes. Voilà, vous voyez comme quoi les avis de personnes féminines qui ont un avis opposé. Donc c'est bien, je trouve que c'est pas mal. Oui, Philippe, tu veux donner ton avis? Moi je suis fan. Donc oui, mais... Non mais, moi je l'ai lu cet été et quand on a un bon livre dans les mains, on le lit rapidement et je l'ai lu en 15 jours peut-être. Ah, il faut ça. Ça sent pas. Non, c'est excellent. Bon, Bon, général, je vais donc vous poser une question. Un éminent spécialiste de l'histoire militaire. Oh, non, modeste. Donc, colonel Bourcard au CDEC, l'armée de terre, donc à l'école militaire. Juste une petite question en tant qu'officier historien. Ce qui m'intéresse aussi, vous nous avez dit que Joe n'avait rien écrit, n'avait rien laissé. Est-ce que d'autres de ses camarades, qui commandaient notamment des groupements tactiques, est-ce que le général Leclerc, qui n'a pas écrit non plus, ou d'autres ont écrit et en ont tiré des enseignements? Là, je rentre un peu, désolé, dans le milieu un peu militaire, mais des enseignements, notamment les enseignements tactiques. Bon, il n'y a pas de leçon en histoire, mais est-ce que des enseignements ont été notés? Est-ce que Joe, en fait, en clair, avait une manière particulière de se battre, de combattre, identique à celle de Leclerc ou pas, ou différente, ou innovante, ou iconoclaste, enfin je ne sais pas tous les mots qu'on pourrait mettre. Voilà, est-ce qu'il y a des éléments qui existent dans ce domaine-là? Merci beaucoup. Non, absolument aucun, si ce n'est que il y a beaucoup de personnes dans l'entourage de Leclerc, parmi ces officiers qui ont écrit, hein, en particulier Langlade, Massu, Guibon, Vésinet, etc., et qui, je dirais, ne nous en disent pas plus, en disant que les ordres que Leclerc, qui était quand même, voilà, étaient passés un peu sous le filtre de Dio. Il mettait sa pointe d'infanterie, hein, mais après il y avait une telle communion de pensée, une telle communion, je dirais, d'expérience militaire que ça... Les ordres, vous avez vu l'ordre pour Paris? L'ordre pour Paris, prendre Paris, c'est pas rien quand même, hein? Ben, l'ordre, ça résume à 3 lignes. C'est incroyable.
Mais ils avaient forgé un outil qui était exceptionnel. Et ils ont mis la pâtée, pas dire autre chose, aux Allemands à chaque fois qu'ils les ont rencontrés. L'armée allemande, c'était quand même pas... c'était pas rien. Et ça, c'était dû à ce niveau de commandement, la qualité des chefs qui commandaient la 2e DB, et aussi, il ne faut pas que le chef, c'est le moral des soldats de la 2e DB, hein, qui était, voilà, était exceptionnel à cette époque, exceptionnel. On a ici dans l'assistance des fils d'anciens, hein, dont je salue la mémoire, parce que c'est tous des héros. On parle de Dieu ou de Leclerc, mais le colonel Courdès, dont le fils est ici, le petit-fils du capitaine de Hain, etc., etc. C'est des gens qui sont exceptionnels sur ce plan-là, et ils étaient tous unis par un objectif. Et le symbole c'était le drapeau sur la cathédrale de Strasbourg, le serment de Koufra. Ça y compris ceux qui ont rejoint l'ADB à Paris. Leclerc avait fait un coup de com' extraordinaire en termes de motivation vis-à-vis de ses hommes. Le Parisien, le soldat Courdès, il a rejoint la 2e DB à Paris, mais pour lui, dès qu'il était embrigadé au sein de la 2e DB, il parlait de la cathédrale de Strasbourg comme s'il avait été à Koufra. J'ai discuté longtemps avec des soldats, mais tous étaient unanimes. Ils étaient tous dans cette optique-là. C'est extraordinaire de voir ça. Hein? Alors, j'aurais pu parler aussi de l'économie en perte. C'était une obsession chez Leclerc et chez Diou. Chaque fois qu'un combat, qu'une opération se passait mal en termes de pertes, de tués, etc., il demandait des comptes à celui qui avait commandé le détachement ou le sous-groupement. La 2e DB, j'ai dit, il y avait 2 divisions sœurs de Français libres. La première DFL, dont j'ai parlé, avec le capitaine Robeda, le colonel Robeda, et la 2e DFL qui est devenue DB, commandée par Leclerc. Dans toute la campagne de France, la DB, 1600 morts. La DFL, il y a malheureusement un chant qui le dit, hein, le chant de la première DFL, 4000 morts. Vous voyez? Bon. Alors, pas ressusciter les trucs, mais voilà. Leclerc n'a jamais tiré sur une ville à l'artillerie ou n'a jamais demandé l'aide de l'aviation pour prendre une ville. Vous savez ce qui est arrivé à nos villes sur la côte atlantique. Vous savez ce qui est arrivé à toutes les villes allemandes. Un tas de cailloux. Hein. Leclerc a pris Alençon, je parle des grandes villes, hein, Paris et Strasbourg. Alors si vous cherchez bien l'école militaire, vous verrez encore des impacts sur la façade de l'école militaire. Mais c'est tout, il n'y a pas eu de destruction, il n'y a pas eu de décision. Et tout ça, c'est la manœuvre, la surprise, la vitesse, etc. Coordonnée avec ces hommes, et c'était un travail remarquable. Ce que je vous ai montré là, la manœuvre en tenaille pour Saverne, c'est enseigné à West Point comme l'archétype de ce que peut faire une division blindée. Et à ce titre, chaque année, il y a des stagiaires de West Point qui viennent nous rencontrer, qui visitent le musée, etc. Vous voyez, bon. En France, vous avez parlé de la pince en tenaille de Saverne sur la ruée de Strasbourg. Vous apprenez ça à vos élèves, mon cher professeur? Pas tout à fait. Non, mais bon, je plaisante. Par contre, on leur parle de la prise d'Alençon, qui est aussi des combats autour d'Alençon qui sont aussi exemplaires, avec une manœuvre à front renversé autour de la forêt des Gaules. Manœuvre à front renversé, vous voyez, bon, je ne sais pas si ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais vous allez voir qu'il faut être un peu... Voilà, donc privilégier la manœuvre. Leclerc, quand il y avait un vieux soldat allemand, ou 3 ou 4, avec un Panzerfaust à l'entrée des villages, etc., il n'insistait pas, il passait par derrière et hôte. D'autres, nos alliés, par exemple, oula, on se reculait, envoyait l'artillerie, envoyait les avions, et voilà.
c'était une autre mentalité, y compris, je dirais, au sein de l'armée française. Y compris au sein de l'armée française, dont les grands chefs étaient des anciens de 14-18. De là, pour ne pas le nommer. Où c'était le choc frontal. Le choc frontal. C'est-à-dire qu'il y avait une résistance, on allait dedans. Bon. Leclerc était complètement atypique sur ce plan-là. Et c'était un peu aussi la façon de travailler des méharistes. Jamais, parce que voilà, on contournait et on débordait et on manœuvrait l'ennemi plutôt que d'y aller dedans. Voilà. Parce que les méharistes, ils étaient pas nombreux. Donc il fallait être sûr de leur coup. Est-ce que la prise de commandement de la 2e DB, c'est un peu un cadeau empoisonné pour Diot, parce que toute l'armée française va connaître une terrible crise d'amaigrissement, et c'est lui qui va devoir la gérer finalement. Voilà. Alors, merci mon général de cette question aussi. Diot était triste était quelque part, il a pris la 2e DB. Mais il n'a pas pu accompagner Leclerc en Indochine. Il aurait bien aimé. Parce que, bon, suivre un chef victorieux comme ça, voilà. Et il a reçu la mission de Leclerc de préserver coûte que coûte la 2e DB ou ce qu'il en reste, pour qu'elle reste dans l'organigramme de l'armée française. Ce qui n'a pas été le cas de la 1re DFL. La 1re DFL, dès que De Gaulle est parti, on l'a dissoute. Car ces gens-là, ces 2 divisions de Français libres, quelque part, ils titillaient tous les autres. Tous les autres qui étaient restés légalistes, si on veut dire, ou pétainistes, ou vichistes, ou je sais pas, voilà. Donc ça leur faisait mal de voir ces gens-là, d'autant plus que vous avez vu l'ascension des grades. Hein. Il y a eu des jalousies. Quand vous êtes nommé général à 37 ans et que tous les autres attendent 50, 55, voire 60 avant de l'être, ça fait quelque part, ça fait mal, hein, ça fait mal. Donc on a fait pique-pendre à Diot pour dissoudre la 2e DB, et on l'a réduite d'un tiers, en clair d'un tiers. Elle est passée de 15 000 à 5 000. Hein. Mais il a su la préserver en faisant jouer ses appuis, hein, au sein de la politique, etc. Et il n'a pas aimé du tout cette partie de sa carrière, car c'était une carrière d'état-major, quelque part, c'était plus sa partie guerrière, et il l'a subi. Et le livre se termine, il est affecté dans le sud tunisien, et là il revit, il est très heureux, mais il peut rendre compte à Leclerc, mission remplie. La GB2, la 2e DB a été transformée en groupement blindé numéro 2, survit, les traditions de la 2e DB avec la France et la Croix de Lorraine survivent. J'ai rempli ma mission, mon général, maintenant je veux aller faire le métier que j'aime, c'est-à-dire aller retourner en Afrique. Voilà. Oui ? Un ami tchadien, c'est ça, hein? Absolument. Ah. Merci mon général. Je suis un fils de la 2e DB. Oui. Et justement, mon père faisait partie de ceux qui ont beaucoup aidé, ont servi le général Diot. Il en parlait beaucoup parce que c'est son adaptabilité. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup sa troupe. À chaque fois, il se mettait en tête de la troupe pour pouvoir les donner d'exemple. Et il les amenait jusqu'à la victoire absolue à chaque fois où ils avaient des combats. Ça, c'est ce que me racontait mon père. Et il disait, si un jour tu as l'occasion, va voir le général Diot. Mais malheureusement, c'est arrivé tardivement pour ne pas pouvoir le voir. Parce que je suis arrivé quand j'avais déjà 22 ans pour admis à l'école centrale. Et je n'ai pas pu vraiment le voir avant qu'il ne meure. Et je garde toujours ces souvenirs. Et ma première recherche, c'était de trouver s'il y a quelqu'un qui avait écrit un livre sur lui. Et je crois que ça vous donnait une grande joie et un grand bonheur.
Vraiment, merci pour tout ce que vous avez fait. Merci, mon Gérard. Voilà, Dieu. Un beau témoignage qui est touchant de la part d'un franco-tchadien, je pense. Voilà, et ce qui... Dio et Leclerc, d'ailleurs aussi, ils sont partis à Koufra prendre le fort italien, un fort stratégiquement très important, et ils étaient 400. Et sur les 400, il y avait 300 Tchadiens. Donc il n'y avait que 100 Européens. Et donc, on ne peut pas dire que c'est une histoire uniquement de Français européens. C'est une histoire de Tchadiens au départ. Hein. Et Dio tenait par-dessus tout à ces tirailleurs, à ces tirailleurs qu'on appelait sénégalais, mais qui étaient des grands Saras comme monsieur, du sud du Tchad. Voilà. Et pour vous dire que Dio était déprimé quand, en Tripolitaine, on a dit la deuxième DFL passe deuxième DB. Quand il a reçu donc mission de former une unité blindée, car les Américains l'avaient assorti d'une réserve très importante, pas de noirs dans une division blindée. Les USA avaient des lois ségrégationnistes à l'époque, et les noirs n'avaient le droit de se battre que dans une division d'infanterie, pas dans une division blindée. Voilà, c'était ça. Donc, se soumettre ou se démettre, mais c'était un cas de conscience pour Dio, hein, j'évoque ça dans le livre, et c'est que leurs tirailleurs, ils étaient très attachés, ça faisait 3-4 ans qu'ils se battaient avec eux, qui vivaient avec eux au fond de leur trou, qui creusaient dans le sable, etc., chaque nuit et autres, et ils étaient désespérés. Alors ces tirailleurs sont partis à peu près la moitié au sein de la première DFL et sont allés libérer l'Italie, Monte Cassino, etc. Et puis les autres sont retournés au Tchad. Voilà. Et c'était très triste pour ces gens-là parce que voilà. Mais la mémoire de Leclerc, de Dio est restée encore très, très forte à N'Djamena, qui s'appelle plus Fort-Lamy. Il y a encore des signes et quand on y va, voilà, ils aiment bien. Dio, durant sa scolarité à Syr, où il est très bien rentré, il a assez mal sorti, il passait son temps à apprendre l'arabe. Donc ce qui faisait qu'il parlait tous les dialectes, voilà. Et le sultan du Wadaï, Dio, par délégation, signait comment on appelle ça, sur la charia, des petits délits, etc. Et il y a des actes de charia qui sont signés par Dio pour vous dire la complémentarité, l'attachement et la confiance qu'un Tchadien donnait à un officier français. Voilà. Il était très, très attaché à l'Afrique et toute la fin de sa vie, vous verrez dans l'avant-propos, il l'a passé puisqu'elle a un de ses postes les plus méritants, c'est qu'il a été commandant de l'AEF. Toute la partie qu'il a libérée où il a combattu dans les années 57-58, il en est devenu le chef de l'Afrique équatoriale française, donc son cher Tchad, le Cameroun et son lieu de PC qui était Brazzaville. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non, en tout cas. On va laisser les gens. Bien sûr, alors on va à nouveau vous remercier. La suite, ce sera donc la dédicace du livre maintenant, évidemment. Et puis, merci encore au général Michel, aujourd'hui, pour avoir à la fois assuré une présentation de ce livre du général Dio, mais aussi quelque part aussi, et c'est très important, de lui avoir rendu hommage. Oui. Merci beaucoup. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone.